Jordan Bardella, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vice-président du Rassemblement national, député européen. On va commencer avec la crise sanitaire. Nous parlerons évidemment séparatisme et d'autres sujets. Mais est-ce que le président de la République a eu raison de résister à la pression des médecins et de ne pas reconfiner pour l'instant ? Je pense que c'est aux politiques de décider. Voilà, que les médecins soient alertes, qu'ils lancent des signaux de détresse vu la situation sanitaire, vu la situation hospitalière. C'est bien normal, c'est leur rôle. Ils ont prêté serment là-dessus, défendre la santé envers et contre tout. Maintenant, c'est vrai qu'on a été, nous, extrêmement réticents sur cette éventuelle annonce d'un troisième confinement parce que, au-delà, je crois, du critère sanitaire, il y a évidemment le critère social, le critère économique et le critère psychologique. Alors, est-ce que le président de la République a eu raison ? Oui, il a eu raison. Il a évidemment eu raison. Nous avions dit qu'on ne devait pas s'interdire des mesures territoriales si c'était nécessaire, mais qu'un reconfinement général n'aurait pas de sens pour la simple et bonne raison que vous avez des différences extrêmement importantes entre, par exemple, des régions comme la PACA et des régions comme la Bretagne. Et puis, d'une manière générale, devant une pénurie de vaccins et devant une épidémie qui va probablement durer, je crois qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble à des alternatives au confinement qu'on va devoir vivre en partie avec. Nous allons probablement nous diriger vers une époque où les épidémies vont être de plus en plus nombreuses par la concentration urbaine, par la mobilité illimitée et sans limite des hommes. Ou finalement, en début de semaine, vous pouvez vous retrouver au Rwanda, dans les Grands Lacs. Le mercredi, vous pouvez être en Chine, à Wuhan, avec ces marchés aux animaux qui sont vendus quasiment à ciel ouvert et ces 10 millions d'habitants autour. Et puis le vendredi, vous pouvez être dans le métro à Paris. Donc évidemment que ce modèle de la globalisation, ce modèle de mobilité illimitée et de concentration urbaine va probablement amener notre époque à une diffusion de plus en plus importante des épidémies. Il faut donc qu'on soit capable de réfléchir à des alternatives au confinement et de ne pas placer, je dirais, les libertés sous la tutelle de ces épidémies de manière permanente. Vous avez vu qu'en Afrique notamment, le virus Ebola refait son apparition, République démocratique du Congo. Donc, je veux dire, on va pas pouvoir se cantonner à des confinements, à restreindre les libertés individuelles, à mettre nos entreprises, nos TPE-PME qui ont de plus en plus de mal à s'en sortir parce qu'aujourd'hui, ces entreprises ne sont pas aidées, elles sont indemnisées et beaucoup aimeraient pouvoir aujourd'hui revivre de leur travail. Alors nous, on est pragmatique. Il y a des lieux qui peuvent rouvrir. Les musées, les cinémas, les théâtres. Vous avez vu que le professeur Fontanet a sorti une étude de l'Institut Pasteur dans laquelle il indique clairement que les lieux culturels ne sont pas des lieux de diffusion du virus. Moi, je vois aujourd'hui beaucoup d'acteurs du patrimoine, de la culture tirer la sonnette d'alarme et ça m'inquiète. Le château de Chantilly, qui est lui quasiment au bord de la faillite, le château de Versailles, le château du Louvre, qui perdent des dizaines de millions d'euros chaque mois, qui ont perdu beaucoup d'argent cette année et qui sont aujourd'hui des lieux vides. Donc notre patrimoine, il est menacé, notre secteur de la culture, il est menacé, nos entreprises sont menacées et nos jeunes sont aussi menacés par ce confinement et par cette détresse psychologique que tout cela... Je vais revenir sur les jeunes, Jordan Bardella. Les vaccins, vous étiez réticents au départ. Maintenant, bon, ce n'est pas votre tour. Hein. Vous êtes jeune, mais vous ferez vacciner quand ce sera votre tour, j'imagine. Moi, je suis pas hostile à la vaccination. Pour être tout à fait franc, je fais pas partie des publics à risque aujourd'hui. J'ai eu le Covid, ça a été pour moi une grosse grippe pendant 3 jours. Mais il faut que ceux qui souhaitent se faire vacciner puissent le faire. Nous, on a toujours défendu, d'ailleurs, Monsieur Bourdin, la liberté vaccinale. On a été réticents au début sur le vaccin Pfizer parce qu'on avait que les communiqués des laboratoires. À l'heure même où Monsieur Fischer, le Monsieur vaccin du gouvernement, était lui aussi prudent. On n'a plus de réticence aujourd'hui. On dit que ceux qui le souhaitent doivent pouvoir se faire vacciner. Or, l'Union européenne a raté les commandes de masques. Elle rate aujourd'hui les commandes de vaccins. Vous avez pu consulter, tiens, je m'arrête sur l'Union européenne et sur les vaccins. Est-ce que vous avez pu consulter les accords signés entre l'Union européenne et les grands laboratoires ? Alors, dans une démarche de transparence, on avait réclamé de pouvoir consulter ces contrats qui sont négociés dans l'opacité la plus totale. La Commission européenne a accepté de mettre à disposition des députés européens les contrats des labos. Il se trouve qu'il n'y a qu'un seul laboratoire qui a accepté, c'est le laboratoire allemand CureVac. Tous les autres laboratoires ont accepté. J'ai donc participé à la démarche. J'ai donc consulté les vaccins, les contrats de vaccins à Bruxelles, notamment des laboratoires CureVac. La plupart des informations étaient biffées. C'est-à-dire qu'on n'avait ni accès aux tarifs, ni accès au nom des négociateurs, ni accès aux clauses de responsabilité, soit des États, soit des labos. Et tout cela pose un problème de transparence parce qu'on parle là de marché public, on parle de la santé de nos compatriotes. Et on ne peut pas s'étonner, si vous voulez, de tout faire dans l'opacité et de s'étonner ensuite qu'il y a une partie de la population qui ne souhaite pas se faire vacciner parce qu'elle n'a pas confiance. Alors, Jordan Bardella, certains disent au diable les brevets. Au diable les brevets. Le vaccin, c'est un bien mondial, c'est un bien commun. Peu importe finalement la propriété intellectuelle.
Vous êtes sur ce terrain-là ou pas? Moi, ce que je déplore, c'est qu'il n'y ait pas de vaccin français. C'est qu'on n'ait pas de vaccin aujourd'hui qui appartiennent à la France et qu'on n'ait pas un brevet français là-dessus. Je crois que c'est révélateur du naufrage industriel. Là, je vous pose français. la question. Est-ce qu'il faut passer outre ces brevets et mettre à disposition de la terre entière les vaccins, quelle que soit l'origine du vaccin? Mais il peut y avoir des vaccins, mais il peut y avoir des brevets, pardon, mais il faut pas s'interdire non plus de les vendre à des pays qui n'auraient pas la capacité de produire des vaccins. On s'est interdit par idéologie de se tourner, par exemple, vers le vaccin Sputnik, vers le vaccin russe, alors même que la revue du Lancet nous indique que c'est un vaccin dont on pourrait saluer l'efficacité et qui, pour l'instant, a une efficacité qui est extrêmement importante. On pourrait saluer l'efficacité. Il n'y a qu'un seul pays européen qui, pour l'instant... La Hongrie, oui. Accord le 22 janvier. Mais voyez-moi ce qui m'embête... Importation du vaccin en Hongrie le 2 février dernier. Oui. 7% de la population prête à utiliser ce vaccin. Oui. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas homologué par l'Agence européenne des médicaments. Il faut qu'il soit mis sur le... Vous voyez, je pense que la France doit se saisir aussi de ces commandes de vaccins, comme va le faire l'Allemagne d'ailleurs, et les faire examiner par la haute autorité, par nos organismes scientifiques. Une fois que la haute autorité Donc moi, j'ai pas de débat là-dessus. Si vous voulez, ce que je déplore, c'est que la France est le seul pays de l'industrie pharmaceutique, le seul pays du Conseil de sécurité de l'ONU à ne pas avoir de vaccin. Elle n'a pas de vaccin parce qu'elle a abandonné sa souveraineté sanitaire, qu'un certain nombre d'entreprises, et notamment des start-up, comme cette start-up nantaise qui s'appelle Valneva, avait mis en place un vaccin qui sera disponible à l'automne. La France n'a pas souhaité investir dans Valneva. Résultat, ce sont les Britanniques qui s'en ont chargés, qui ont financé les usines, qui seront situées en Écosse et qui vont bénéficier de ces vaccins, alors même que c'est une entreprise française. Donc nous avons tout raté durant cette crise. Et la France d'après doit aussi être une France tournée vers le patriotisme économique, vers le soutien à la recherche publique. Nous déplorons que ces 10 dernières années, en tout cas entre 2011 et 2018, la France ait perdu un tiers de ses moyens dans la recherche publique, alors même qu'ils ont augmenté de 10 à 15% en Allemagne et au Royaume-Uni. Or, aujourd'hui, les moyens qu'on donne à nos chercheurs sont 2 fois moins élevés qu'en Allemagne, et c'est vrai que ça pose un problème. Même si en Allemagne, il n'y a pas de vaccin non plus. Parce que les talents... Même si en Allemagne, il n'y a pas de vaccin non plus. Il y a BioNTech, mais BioNTech a été acheté par Pfizer américain. Et il y a CureVac. Et il y a CureVac qui n'est pas encore... Nos chercheurs, aujourd'hui, ils passent plus de temps à chercher de l'argent qu'à faire leur travail. Donc, il faut donner les moyens à la recherche publique. Il faut être capable d'avoir une politique de souveraineté nationale qui puisse nous permettre de protéger nos filières industrielles, parce que aujourd'hui, nous avons tous les talents pour réussir. Le PDG d'AstraZeneca, le PDG de Moderna, ce sont des Français. Or, aujourd'hui, dans notre pays, eh bien, on peut effectivement déplorer que nous importons des bac-5 et que nous exportons nos bac+10, et ça, c'est déplorable. Bien, Jordan Bardella, oui, le bac-5 que nous importons, nous y reviendrons, parce que nous n'importons pas que des bac-5. Oh, Mais Jordan Bardella, nous exportons en tout cas sur nos les cerveaux. frontières. Je voudrais des précisions, parce que Marine Le Pen était à votre place la semaine dernière, et je lui ai parlé de Schengen. Et je ne sais plus trop quelle est votre position. Le 4 mars 2019, vous disiez il faut rompre avec l'espace Schengen. La libre circulation des personnes, c'est aussi la libre circulation des terroristes. C'est ce que vous dites. Tout à fait. Bon, la semaine dernière, après avoir renoncé au Frexit, après avoir renoncé à la sortie de l'euro, Marine Le Pen disait ici vouloir maintenir l'espace Schengen. 26 pays dans l'espace Schengen, c'est bien cela. Monsieur Bourdin, je vais vous expliquer. Non, mais 26 pays dans l'espace Schengen. Bon. 26 pays, avec des pays associés. Oui. Bon, parmi ces 26 pays. Alors, est-ce que oui ou non, vous voulez maintenir... Aujourd'hui, vous avez évolué. Est-ce que vous voulez maintenir l'espace Schengen ? Le président de la République a proposé une réforme, une refonte de l'espace Schengen. Nous avons dit la première des étapes, la finalité, c'est évidemment le contrôle national de nos frontières. Nous, la première étape, nous avions dit au président de la République, si on s'engage sur la réforme de Schengen, la première étape, et c'est ce qu'a dit Marine Le Pen, elle a été très claire dessus, pour récupérer la maîtrise de nos frontières, c'est de restreindre la libre circulation aux nationaux de l'Union européenne. C'est-à-dire que demain, si des Italiens veulent venir en France pour un week-end, il n'y aura pas besoin de visa dans un premier temps. Donc si vous voulez, c'est une solution pragmatique qui vise à rétablir dans un premier temps immédiatement des contrôles aux frontières. Que la libre circulation ne s'applique qu'aux citoyens des pays de l'Union européenne, membres de l'espace Schengen. Dans un premier temps. Ouais. Et ensuite, ce que nous souhaitons faire, nous avons simplement détaillé le modus operandi, et dans un second, dans un premier temps, extraordinaire. Pourquoi ne pas dire que vous avez évolué ? Je comprends pas. Peut-être. Non, moi je veux bien vous dire qu'on a évolué, mais
très bien. J'ai l'impression que ça vous embête. Mais non, ça m'embête pas. Vous nous dites toujours, non, mais Monsieur Bourdin, on nous dit toujours sur les plateaux, mais non, vous voulez récupérer la maîtrise. Moi, je veux savoir simplement la vérité. Bien, je vous réponds, Monsieur Bourdin. On nous dit du matin au soir sur les plateaux, si vous arrivez au pouvoir, comment vous allez faire concrètement. Alors nous disons que concrètement, l'objectif est de récupérer la maîtrise de nos frontières. Parce que de la même manière qu'on n'imagine pas une maison sans porte, on n'imagine pas un pays sans frontières. Si un espace européen, comment allez-vous maîtriser ? Si vous garantissez la libre circulation des citoyens de cet espace européen, comment fermer nos frontières ? Je comprends pas très bien. En rétablissant des contrôles aux frontières. Dans un premier temps. Pas pour ces citoyens-là. Pas pour ces citoyens-là. Dans un premier temps, nous exonérons de visa les citoyens qui sont ressortissants d'un pays de l'Union européenne. Donc pas de contrôle. Dans un deuxième temps, pas de contrôle. Ah bah si, il y a forcément des contrôles aux frontières. C'est juste que quand vous arrivez à l'aéroport et que vous avez par exemple un passeport italien ou un passeport espagnol, vous pouvez passer sans difficulté par les systèmes biométriques. Vous savez, la France est un pays moderne, je l'espère, on n'est pas capable de fabriquer des masques, mais j'espère qu'on est au moins capable de vérifier des passeports de ressortissants de l'Union européenne. Donc ça, c'est le premier temps. Et le deuxième temps, c'est de négocier ensuite des accords bilatéraux avec les pays de l'Union européenne pour que nous puissions décider des gens que nous souhaitons voir rentrer dans notre pays. Si Madame Merkel demain, je vous donne un exemple concret, si Madame Merkel demain décide de faire rentrer 1 million d'étrangers sur son territoire, eh bien à ce moment-là, nous dirons, compte tenu de la situation, des précautions sécuritaires qui s'imposent en France, eh bien à ce moment-là, nous demanderons des visas pour l'Allemagne. Mais il s'agit juste d'être pragmatique. Il ne s'agit pas de remettre des barbelés aux frontières. Il ne s'agit pas de remettre des murs. Il s'agit simplement d'être pragmatique, de prendre en compte les réalités aujourd'hui de nos frontières, de rétablir des postes de douane, parce que pardon, mais Nicolas Sarkozy sous son quinquennat, et c'est aussi d'ailleurs le bilan de Monsieur Darmanin, lorsqu'il était le soutien de M. Sarkozy, ont supprimé 6500 postes de douaniers. Donc il faut rétablir des douaniers, rétablir des contrôles aux frontières et aujourd'hui mettre en place une politique dissuasive d'immigration parce qu'on vient dans notre pays, vous êtes logés, vous êtes nourris, vous avez l'école gratuite, vous avez les soins gratuits et cette solution est évidemment un appel d'air massif pour la terre entière, pour des gens qui viennent dans notre pays en pensant y trouver l'Eldorado et nous aurons effectivement cette fermeté au pouvoir. Que la France reste ouverte et accueillante à l'égard de gens qui viennent dans notre pays pour travailler, que nous avons choisi et que nous souhaitons voir rentrer sur le territoire français, c'est de la liberté du peuple français. Mais qu'on arrête aujourd'hui d'accueillir la terre entière. Vous ferez entrer les bacs plus 5 et pas les autres, quoi. Non, mais je vous dis juste que on exporte aujourd'hui. C'est bien ça. Hein. On exporte aujourd'hui nos cerveaux. Ouais. Non, mais c'est bien ça. Vous choisirez. Il faudra entrer les bacs plus 5 et pas les autres. On a, en tout cas en matière migratoire ces dernières années, vu davantage effectivement les futurs Kouachik, les futurs Steve Jobs, effectivement. Bon, Jordan Bardella, la loi séparatisme. Oui. Je voudrais que tout soit clair, parce qu'hier, Marine Le Pen n'a pas vraiment dit ce que les députés du Rassemblement national allaient faire. Est-ce que les députés vont voter ou pas cette loi ? Alors, il y a beaucoup d'articles qui vont dans le bon sens. Ces articles, nous les avons votés. Oui. Nous avons indiqué que nous voterons ce texte global, le vote général sur le projet de loi. Le vote général mardi, vous voterez ? Alors, nous le voterons à la condition que soit revu, et c'est ce qu'a indiqué Marine Le Pen hier au ministre de l'Intérieur, les restrictions qui sont aujourd'hui inscrites dans ce texte et qui visent à restreindre considérablement la possibilité d'enseigner à domicile. Parce que ce texte, en réalité, au lieu de lutter contre l'idéologie islamiste, il met toutes les religions dans le même sac et il vise à restreindre un certain nombre de libertés individuelles, comme la liberté qu'ont beaucoup de parents d'enseigner chez eux. C'est les parents qui ont fait ce choix. Est-ce que le texte a été revu ? Manifestement, non. Faux. Manifestement, non. Est-ce qu'un amendement a été déposé ? Est-ce qu'un amendement a été déposé par le gouvernement ? On est passé, je voulais en venir, on est passé du régime d'un régime de déclaration à un régime d'autorisation. Non. Mais non. Bah, si. Un amendement a été déposé. Oui. Et nous sommes passés d'un régime d'autorisation à un régime par qui ? Allez-y, monsieur Qui a Bourdin. fait évoluer le texte ? Allez-y, puisque manifestement, vous le savez. Mais parce que je suis les travaux de l'Assemblée nationale. Bien, alors, visiblement, vous ne les suivez pas. Si, allez-y, je vais vous répondre, alors, monsieur Bourdin. Je vais vous expliquer. Monsieur Bourdin, ne jouez pas au prof et allez là. Quel est l'amendement ? Je vous pose la question. Quel est l'amendement qui a été adopté par l'Assemblée nationale sur cet article-là ? Monsieur Bourdin, il y a des dizaines. Il y a eu des dizaines d'amendements. Et qui fait évoluer le texte. Il y a eu, monsieur Bourdin, des dizaines d'amendements. Mais quel est-il ? Le gouvernement a souhaité restreindre considérablement la liberté d'enseigner à la maison. Aujourd'hui, on passe d'un régime de déclaratif à un régime d'autorisation, où la possibilité d'enseigner à la maison pour tout un tas de critères, handicap des enfants, problèmes médicaux, je vais pas, Jordan, sera prise en compte dans la mesure. Non, mais vous n'allez pas essayer de me faire croire que vous allez m'avoir sur ce texte. Laissez-moi. Allez-y, je vous en prie, dites l'amendement dont vous parlez. Je ne veux pas vous mettre un peu plus dans l'embarras, Jordan. Mais vous ne mettez pas dans l'embarras, monsieur Bourdin. Vous espérez me mettre dans l'embarras.
non. Mais il y a eu des dizaines d'amendements qui ont été déposés. Donc soyez clair dans votre pensée, je serai clair dans ma réponse. Écoutez, Jordan Bardella, un amendement a été déposé par le ministre de l'Éducation nationale au nom du gouvernement, qui dit quoi? Qui dit que justement l'instruction à domicile, cette fameuse autorisation, ne sera effective qu'en 2024. C'est-à-dire que pendant 3 ans, nous allons continuer sur le régime actuel. D'accord, donc tout va bien. Donc tout va bien. Donc dans 3 ans, pas tout va bien. Pas tout va bien. Je vous pose la question. Compte tenu de cet amendement nouveau qui vous a échappé, est-ce que les députés du Rassemblement national voteront oui ou non ce texte? Alors je vous refais la même réponse, Monsieur Bourdin, parce que manifestement c'est pas clair. Ah bon? Ce texte, il vise à restreindre la liberté pour les parents, pour les 50 000 enfants qui sont scolarisés aujourd'hui, enfin qui ne sont pas scolarisés, qui reçoivent l'éducation à la maison, vise à restreindre la possibilité pour les parents de le faire. Alors vous me dites que ça sera restreint à partir de 2024, c'est vrai, c'est un amendement qui a été déposé par Monsieur Blanquer, mais ça ne change rien sur le principe, parce que si ce n'est pas le cas aujourd'hui, ça sera le cas dans 3 ans, Monsieur Bourdin. Donc des enfants qui sont maintenus à la maison parce qu'on ne veut pas qu'ils aillent au contact d'autres enfants, parce qu'on ne veut pas qu'ils apprennent dans l'école publique. Je vais vous dire, les islamistes, parce qu'ils restent à la maison, parce que les jeunes filles ou les enfants, les fillettes, sont voilés. Mais vous savez, Monsieur Bourdin, les 50 000 enfants qui sont aujourd'hui reçoivent l'enseignement à la maison. Je vous pose la question. Est-ce que les ça vous choque 50 000 enfants qui reçoivent l'enseignement à la maison ne sont pas 50 000 enfants d'islamistes ou de djihadistes. Je suis d'accord, mais combien sont-ils? Même s'il y en a 2, 3, 10, une minorité. 20, et vous pensez qu'on va régler le problème comme ça? Vous pensez qu'on va régler le problème de l'immigration comme ça? Vous pensez qu'on va régler le problème des mosquées radicales comme ça? De l'avenir de ces enfants. Vous pensez qu'on va régler le problème des fichiers S étrangers comme cela? Donc vous voyez bien que ces mesures, elles sont complètement dérisoires. Il y a un certain nombre de mesures dans ce projet de loi, et je vous dis ça de bonne foi, qui vont dans le bon sens, rien n'est négligeable, nous allons les voter. Mais d'une manière générale, ce texte ne s'attaque pas à l'idéologie qui nous a déclaré la guerre. Les islamistes aujourd'hui, ils ne veulent pas se séparer de la République, ils veulent s'en emparer. Et pardon, mais ça fait des années que nous disons cela. Ça fait des années que Marine Le Pen alerte l'opinion, alerte le pays sur la montée de l'islam radical. Et souvenez-vous, parce que ces déclarations du professeur de Trappes, ce qui s'est passé avec Samuel Paty, le discours des Mureaux du président de la République, tout cela ne date pas d'hier. Souvenez-vous qu'en 2016, devant une commission d'enquête parlementaire, Patrick Calvin, l'ancien patron du renseignement, nous a indiqué que nous étions aujourd'hui un pays au bord de la guerre civile. Que le président de la République de l'époque, M. Hollande, a indiqué dans un livre qu'il a partagé avec vos confrères, un président ne devrait pas dire ça, il a dit, M. Hollande, les rapports qui me remontent sur la situation des banlieues me font penser à une situation de guerre. Et puis il y a aussi M. Collomb, l'ancien ministre de l'Intérieur, qui quand il est parti a dit, dans un certain nombre de territoires, nous ne vivons plus côte à côte, mais nous pourrions vivre demain face à face. Donc, se sont constitués aujourd'hui dans notre pays des petites républiques islamiques, un peu partout dans les banlieues, un peu partout dans les quartiers, et je ne comprends pas que le gouvernement se refuse de nommer l'idéologie et de nommer le mal. Lorsque un enseignant à Trappes de philosophie, Monsieur le maire, nous dit « Nous ne sommes plus en état de paix. Il y a des foyers islamistes partout. Ces jeunes vont passer à l'acte. Il faut que les Français se réveillent. » Lorsqu'un enseignant dans notre pays dit ça, après Samuel Paty, après des études qui nous disent qu'un enseignant sur 2 s'auto-censure aujourd'hui dans les écoles de notre pays, vous croyez pas que le mal, il est un petit peu plus profond que de se cantonner à l'enseignement à domicile et l'enseignement à la maison? C'est un des articles de la loi. Et je veux dire, quand j'entends le maire de Trappes sauver des petites filles et préserver leur avenir, je pense que c'est aussi, pardonnez-moi de vous le dire, de la responsabilité des élus de la République. Eh bien, sauf votre respect, Monsieur Bourdin, il faut que l'école retrouve aujourd'hui son rôle qui était le sien, celui de transmettre l'amour de la France, que ces petites filles puissent aller à l'école, transmettre le patriotisme et de transmettre les valeurs. Parce que lorsqu'on supprime les passages les plus glorieux de notre histoire des manuels scolaires, lorsque on enseigne la repentance de manière permanente, lorsque beaucoup d'enseignants ne peuvent plus enseigner la Shoah ou la guerre d'Algérie parce qu'ils sont attaqués, c'est l'unité du pays qui est mise en cause, et c'est exactement ce que cherchent les islamistes, détruire l'État et menacer la paix civile. 2 choses tout de même, parce qu'il y a une semaine, encore une fois, Marine Le Pen était donc à votre place, je lui ai posé cette question: si vous êtes élu présidente de la République, quelle sera votre première décision? Et sa réponse était claire: maîtriser l'immigration. Je changerai le code de la nationalité, qu'on ne se retrouve pas à donner de manière quasi automatique la nationalité française comme à M. Koulibaly. Or, c'est une faute, c'est une erreur, puisque M. Koulibaly était français. M. Koulibaly, qui est l'assassin de l'hypercacher. Vous voulez parler de M. Kouachi?
Ah, vous voulez parler qui était de mis Monsieur en cause Cauchy. également. Bon, Mais enfin, très bien. Bon, bah alors, non, mais très bien. Ouais, très bien. enfin, je vous le dis, Ok. au moins c'est clair. Alors, j'ai une mais autre, j'entends cette puisque- petite musique, qui est notamment la petite musique Oui. du ministre de l'Intérieur, qui considère qu'il n'y a pas de lien entre l'immigration et le terrorisme, au motif que Monsieur Koulibaly était français. Oui, Bon, français, et ses parents aussi d'ailleurs. D'accord. Sauf que Oui. beaucoup étaient français par droit du sol. Voilà. Et que beaucoup Là, de gens c'était le qui droit ont du sang. commis des attentats terroristes dans notre pays sont le fait de nos filières migratoires. Donc vous voyez, quand Une monsieur... grande partie des terroristes ces dernières années étaient français. Quand le ministre Jordan de Bardella. l'Intérieur... Mais vous pouvez affirmer... Mais je vous pouvez affirme affirmer pas, c'est ça. la Je réalité. pense que, honnêtement, les gens qui nous écoutent aujourd'hui dans leur voiture rigolent quand on leur dit, quand le ministre de l'Intérieur vient leur expliquer qu'il n'y a pas de lien entre l'immigration et le terrorisme. Pardon. Je trouve que ce déni, si vous voulez, jusqu'au bout, dit quelque chose. Parce que moi, je veux bien parler du séparatisme. Mais on peut pas mettre en cause le séparatisme si on parle pas de l'immigration. Parce que vous voyez, il y a 30 ans, dans notre pays, il n'y avait pas 200 000 mariages forcés. Il n'y avait pas 60 000 excisions. Il n'y avait pas un enseignant sur 2 qui s'autocensurait dans les classes. On parlait pas du voile, à part dans l'affaire du voile de Creil. On parlait pas du burkini. Donc, aujourd'hui, la politique migratoire totalement anarchique qui est conduite dans notre pays remet évidemment en cause l'unité du pays, et il est évidemment temps de l'arrêter parce que nous n'avons plus d'autre choix. Jordan Bardella, j'ai une dernière question politique. Très politique. Et Éric Zemmour, candidat à la présidentielle de 2022. Est-ce que vous y croyez vraiment ? Non, je n'y crois pas. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Éric Zemmour. Je le lis, je regarde ses débats avec intérêt. Je crois qu'il est un acteur majeur aujourd'hui du débat politique en France. Et pourquoi Il est-ce fait que de vous la n'y croyez politique pas ? incontestablement. Parce que je vois beaucoup de gens autour du Rassemblement national essayer d'expliquer qu'on est mal coiffé, qu'on n'est pas ceci, qu'on est trop cela, qu'il faudrait trouver un autre candidat à l'élection présidentielle. La réalité, c'est que Marine Le Pen est en capacité aujourd'hui d'être président de la République, de battre Emmanuel Macron. Il y a un sondage qui est sorti il y a quelques jours, sondage Opinionway, qui la place au second tour à 48%. Donc je crois que toutes les bonnes volontés qui sont aujourd'hui attachées à la défense de notre pays, à son identité, à sa souveraineté, à la possibilité pour les Français de reprendre le contrôle de leur vie, de leur destin et de leur pays, doivent se réunir derrière la candidature de Marine Le Pen. Bien, merci Jordan Merci, Bardella. Jean-Jacques Merci, 8h55.